Bonsoir à tous, merci d'être là à ce premier rendez-vous des rencontres Sciences Po Sud-Ouest pour cette nouvelle année scolaire. Un rendez-vous qui tombe pile au moment des Erasmus Days, cette semaine qui fête Erasmus+, la mobilité et ses vertus. Merci à vous quatre, les invités de ce débat autour du voyage. Le voyage qui est le dénominateur commun entre vous, si vous posiez la question avant de venir. Voyager en 2025, est-ce bien raisonnable au vu des enjeux climatiques? Voyager pourquoi? Voyager comment? Est-il possible de concilier voyage et enjeux écologiques, de voyager autrement? C'est la question qui nous occupe ce soir. C'est la question que se sont posées donc 3 étudiants avant de boucler leurs valises. Ils en ont fait un documentaire qui raconte leur périple européen à la recherche de réponses et surtout de solutions concrètes pour voyager sobrement. Ce documentaire, qui s'appelle Les Pieds sur Terre, que je vous invite à regarder, il est super, est représenté ce soir par Caroline Duceliez et Antoine Payot, alias Caro et Paille dans le documentaire, puisqu'ils ont fini par accepter de se mettre en scène eux-mêmes. Autour de la table, nous avons aussi le plaisir de recevoir Nicolas Schmitt, venu du Luxembourg, en train. Il est passé par Sciences Po... C'est possible. Vous êtes passé par Sciences Po Aix-en-Provence, diplômé en droit international et sciences économiques. Vous êtes un homme politique luxembourgeois, donc ancien ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, puis commissaire européen à l'emploi au sein de l'Union européenne, donc ex-commissaire, dites-vous. Autant dire que les voyages et les valises font partie de votre job. Et puis, ce débat ne saurait pas se faire sans Nelly Fessot, ancienne élève de Sciences Po Bordeaux, aujourd'hui présidente nationale d'Erasmus+. Nelly Fessot, par ailleurs, vous avez aussi été secrétaire générale pour l'Agence universitaire de la francophonie, entre autres, parce que vous avez aussi travaillé un peu partout, notamment dans la culture. Autant dire que vous êtes l'ambassadrice du voyage et de l'invitation au voyage. Inspirés par vos parcours respectifs, les étudiants de Sciences Po en première année et quatrième et même cinquième ont tout un tas de questions à vous poser. Il a fallu couper tant ils en avaient. Je leur laisse la parole. Et d'abord au premier groupe, Grégoire et Mélanie pour la partie sur les invités et leur rapport au voyage. Première question, donc, c'est Grégoire. Donc tout d'abord, une première question pour vous, Madame Fessot. Lorsque vous étiez étudiante à Sciences Po Bordeaux, la mobilité internationale n'était pas encore une norme pour les étudiants. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à partir avec ce programme test Erasmus et qu'est-ce que celui-ci vous a apporté dans votre carrière? Alors, je vous ai un peu dévoilé la réponse tout à l'heure. Ce qui m'a motivé, c'est 3 Anglais en bas de l'escalier que vous connaissez tous, l'escalier mythique de Sciences Po Bordeaux. Voilà, je me dis, tiens, des nouveaux, bon, je vais les voir, ils me disent qu'ils sont anglais, je dis, ah bon, mais qu'est-ce que vous faites là, vous êtes perdus, besoin d'un renseignement, tout ça. Ils me disent, non, on est venu dans le cadre d'un programme qui voit le jour, donc donc vous vous dites, les Anglais étaient totalement moteurs au départ sur le programme. Et là, je leur dis, mais c'est absolument génial, vous restez combien de jours? Ils me disent, mais attends, on reste l'année. Et là, je dis, waouh, et vous venez d'où? Et ils me disent du Kingston Polytechnique. Donc, et ils me précisent que c'est monsieur François-Charles Mougel, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po, qui leur a permis de venir avec un accord entre Sciences Po Bordeaux et le Kingston Polytechnique, devenu Kingston University. Donc, je suis allée voir monsieur Mougel et puis je lui ai dit, mais est-ce qu'on pourrait, nous, étudiants de Sciences Po Bordeaux, aller faire la même chose, passer une année en Angleterre? Donc, deuxième motivation, j'étais plutôt germaniste. Enfin, j'étais germaniste. Je parlais très très mal anglais. Je voyais bien que c'était quand même un handicap. Et à l'époque, à Sciences Po Bordeaux, je ne pense pas que ce soit toujours le cas aujourd'hui, mais on avait des classes de langue par niveau. Donc moi, j'étais vraiment dans la dernière des dernières classes en anglais. Donc bon, on passait notre temps à rigoler, mais on ne parlait pas anglais. Voilà. Et donc là, je me disais, waouh, là, j'étais en
je ne sais plus si c'était fin de deuxième année ou début de troisième année. Voilà, donc je commençais à avoir un peu le stress de me dire bon, c'est sympa, je me suis bien éclatée, mais bon, voilà. Donc, du coup, j'en parle à Monsieur Mougel qui me dit bah, écoutez, c'est une bonne idée, mais vous savez, aucun élève ne nous a demandé de partir étudier à l'étranger. Alors, j'ai dit bah, bon, dans la mesure où nous, on les accueille, ce serait sympa, Monsieur Mougel, que nous, voilà, on y aille aussi. Et il m'a dit, bah, si vous arrivez à convaincre 3, 4, 5 étudiants, pourquoi pas. Il faut que j'en parle à Yves Spicer, qui était son homologue côté britannique. Et comme ça, un jour, j'ai reçu une très belle lettre de Yves Spicer me disant que j'étais l'étudiante Erasmus pour Sciences Po Bordeaux. Donc, j'étais la première à partir. Et puis, je me souviendrai toujours de ce que m'a dit le directeur à l'époque, Monsieur Sadran, avant que je ne parte. Il m'a dit d'abord, Mademoiselle Fessot, vous passez votre diplôme. Donc, j'étais en service public, donc c'était très important de passer son diplôme avant de partir. Et puis, on était plutôt destiné à passer les concours de la fonction publique tout de suite. Donc, c'était un peu un pas de côté, en fait, entre guillemets, un risque que j'allais prendre de faire ce pas de côté. La deuxième chose, c'est qu'il m'a dit vous risquez quand même de perdre votre temps. Donc, si ça ne vous ennuie pas, est-ce que vous acceptez de préparer un diplôme d'études approfondies, un DEA d'histoire contemporaine durant votre année au Kingston Poly. Donc, j'ai travaillé sur la politique de Margaret Thatcher en Ulster. Et puis troisième demande, troisième requête, il m'a dit, puis quand vous viendrez me voir, vous nous faites un rapport pour nous dire si ça vaut le coup, ce programme. Voilà, donc autant vous dire, quand je suis revenue, je lui ai dit, c'est absolument génial, il faut signer tout de suite. Voilà. Comme quoi, ça mène loin d'être nul en anglais. Et Grégoire, il y avait une deuxième partie dans ta question, est-ce que tu peux la reposer aussi ? Oui, on voulait aussi savoir qu'est-ce que cette expérience vous a apporté dans votre carrière future jusqu'à aujourd'hui. Alors, énorme. D'abord, je me suis mieux débrouillée en anglais. Voilà. Bon, après, ça se perd. Je vois Glenda Gilmore quelque part dans la salle, mais c'est... bon, mais voilà, concrètement. Et alors, après, j'ai continué à Sciences Po Paris, dans la pré-PENA, donc ce qui est maintenant le master affaires publiques et l'année de préparation au concours. Et j'ai réussi tout de suite, en fait, le concours de l'INET, donc administratrice territoriale. Et j'ai été aussi recrutée tout de suite parce qu'en fait, ils avaient vu que j'avais passé une année en Angleterre. Et le secrétaire général à l'époque de la mairie de Strasbourg qui m'a recrutée m'a dit, et c'est la première chose qu'on m'a dit d'ailleurs, c'est je vous recrute parce que, voilà. Alors, c'est pas le premier, c'est le deuxième, parce que Sciences Po Paris, quand je suis allée les voir, en fait, ils avaient clôturé complètement les inscriptions et l'année avait déjà débuté sur la pré-PENA, et ils m'ont pris parce que il y avait Erasmus. Parce que, alors le mot Erasmus n'était pas du tout connu encore à l'époque, mais parce que j'avais fait ce pas de côté. Et après, du coup, j'ai envie de dire que ça a été très souvent le cas, parce que j'étais partie, parce que j'avais pris ce risque-là. Et puis, secrétaire général de l'agence universitaire de la francophonie, ça a été aussi le cas. Et j'ai envie de dire, évidemment, l'agence Erasmus+, bien sûr, ça a été, lors de mon oral, j'ai presque envie de dire, décisif. Mélanie ? Monsieur Schmitt, vous avez contribué à l'établissement du traité de Maastricht au début des années 1990 et vous avez pendant très longtemps travaillé au sein de l'institution européenne. Et l'Europe de 2025 vous surprend-elle ? Je dois dire, l'Europe me surprend chaque année, à chaque instant. D'abord, elle me surprend parce qu'on a quand même parcouru un grand chemin. Donc, en effet, dans toute ma carrière, et moi je suis pré-Erasmus, donc je n'ai pas pu bénéficier de ce formidable projet. Mais en fait, en tant que luxembourgeois, on fait un peu de l'Erasmus sans le savoir. On faisait de l'Erasmus sans le savoir, puisque à l'époque, il n'y avait pas d'université à Luxembourg. Donc il fallait aller en France, en Allemagne, etc.
etc., aller à l'étranger. Donc, moi, je suis allé dans le sud, à Aix-en-Provence, parce qu'il y avait Sciences Po à Aix-en-Provence. Je trouvais ça plutôt sympathique. Si j'avais su, peut-être j'aurais pu venir à Bordeaux aussi. Bon, pour revenir à votre question, cette année, je crois qu'elle nous surprend, elle nous interpelle surtout. Parce que le contexte dans lequel se situe aujourd'hui l'Europe est un contexte peut-être inconnu jusqu'à présent. Inconnu parce que, d'abord, à l'extérieur, le monde est dans un bouleversement total, comme vous le savez. Bouleversement à travers une guerre qui se passe quand même à nos frontières. Il faut le rappeler. L'Europe, il y a des pays européens qui ont une frontière commune avec l'Ukraine. Il y a une menace qui pèse sur l'Europe en général, non pas uniquement sur l'Ukraine, mais aussi sur le projet européen, mais aussi sur des pays membres de l'Europe. Quand vous êtes balte, vous voyez la situation encore avec d'autres yeux, parce que personne ne peut exclure aujourd'hui que ce qui arrive aux Ukrainiens ne puisse pas arriver à d'autres pays membres de l'Union européenne. Ensuite, il y a quelque chose qu'on considérait quand même plus ou moins comme définitivement acquis, c'est-à-dire les relations transatlantiques. C'est-à-dire on avait un allié, on avait une assurance tout risque qui se situe de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis cette assurance, à mon avis, n'existe plus ou n'existe en tout cas pas dans les mêmes termes qu'on l'a toujours pensé. On n'a pas d'amis aux États-Unis. Peut-être on n'a jamais vraiment eu d'amis, mais enfin, on avait quand même une coopération transatlantique. On avait surtout une assurance sécurité avec les Américains. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'assurance sécurité avec les Américains. Et puis, bon, je ne veux pas faire maintenant une analyse de tous les conflits et de toutes les situations. Et puis, l'Europe à l'intérieur est secouée. Elle est secouée d'abord parce qu'on voit que par rapport à d'autres acteurs internationaux, les Américains sans aucun doute, mais les Chinois en premier, on a un peu le sentiment de traîner les pieds. On est la zone économique avec la croissance la plus faible. On est une entité qui est construite sur des valeurs qui sont de moins en moins partagées. Les valeurs démocratiques, les valeurs de respect des droits de l'homme, de l'état de droit. Tout cela, ce qui fait, à mon avis, l'Europe, n'est aujourd'hui plus ancré, y compris quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, modèle de démocratie, je mets ça quand même entre guillemets, on est maintenant aussi à l'intérieur menacé, quand vous voyez, quand un vice-président américain vient en Europe et soutient ouvertement l'extrême droite en Allemagne, il faut savoir, en Allemagne, tout cela secoue. Donc, je ne dirais pas étonne, mais secoue, interpelle. Et donc, je crois que Erasmus, pour revenir quand même à Erasmus, il faudrait encore plus de jeunes qui voyagent, plus de jeunes qui expérimentent l'idée européenne de façon concrète, découvrent d'autres pays européens, mais parfois aussi extra-européens. Et donc, c'est aux jeunes générations de préserver ce projet formidable qu'est l'Europe, qui est, comme je l'ai dit, sous menace, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc, je suis un optimiste, je vous le dis, mais l'optimisme, c'est bien, mais il faut de la volonté aussi. Donc, l'optimisme seul ne suffit pas. Donc, nous devons partager cette volonté de protéger le projet européen et de l'adapter, de le réinventer dans un monde qui est dans une évolution, je dirais, assez inquiétante, puisque nous avons vécu pendant peu de temps, finalement, peut-être deux décennies, dans l'illusion que finalement l'histoire avait pris fin, que maintenant c'était l'ère de la paix universelle, comme dirait Kant. Bon,
Nous ne croyons pas à l'âge d'or comme d'autres de l'autre côté de l'Atlantique, mais nous voulons préserver ce qui a été construit et surtout le développer. Et ça, c'est le grand défi en cette année et pour l'avenir. Alors, expérimenter l'Europe, c'est ce qu'ont fait Antoine et Caroline. Grégoire, tu as une question ? Alors oui, donc c'est au sujet de votre film, bien évidemment. Donc vous aviez comme projet initial l'étude de la pollution plastique. Comment en êtes-vous arrivé à traiter le thème du voyage ? Alors, comment on est arrivé à ce thème-là ? Donc, comme vous, étudiants ici à Sciences Po, comme vous par le passé, on a eu aussi des envies pendant nos études en école de commerce de voyage, de découverte, de culture, de paysage, de rencontres, de beaucoup de choses. Et on a eu l'opportunité, on avait l'opportunité pendant notre cursus de pouvoir mener un projet personnel à la place de notre échange universitaire. Dans tous les cas, on avait une fenêtre pour aller à l'étranger, c'était super. Et on s'est dit qu'avec Caroline et Tristan, qu'on avait envie de mener un projet personnel, engagé, sur les sujets socio-environnementaux. On s'est tourné en premier temps sur les sujets environnementaux, le plastique, problème très, très complexe et qui nous intéressait beaucoup. Et puis, en fait, en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait des projets comme le nôtre qui avaient été menés préalablement et finalement hyper bien documentés, ils avaient fait des choses super. On s'est dit, mais finalement, c'est quoi notre valeur là-dedans ? Enfin, il y a des choses super qui existent. Pourquoi on va se lancer là-dedans si c'est déjà bien documenté, si ce n'est pour voyager ? Puis là, on a discuté avec Caroline et Tristan et ils se sont dit, mais en soi, le fait même de voyager est un sujet lié à l'environnement. On n'en a pas forcément conscience aux mêmes échelles à chaque fois. Enfin, nous, en tout cas, on sait que le voyage, c'est polluant, que l'avion, c'est pas bien, etc. Mais on n'a pas forcément les ordres de grandeur en tête. Donc, on s'est mis en tête de creuser le sujet et de voyager, de tester nous-mêmes des manières de voyager un peu plus bas carbone, tout en essayant de documenter le sujet, en allant rencontrer des chercheurs, des sociologues, des entrepreneurs qui pensent un peu un voyage différent, plus sobre. Et on est revenu plein d'apprentissages et plein de changements intérieurs. Comme tout voyage, lorsqu'on est étudiant, on change. Et donc nous, on a changé et on a changé nos pratiques. Pour en venir au film, finalement, comment on est passé aussi de cette expérience de voyage qu'on a vécue dans nos chairs tous les trois à cette expérience de partage. On a diffusé juste avant le film dans ce même amphithéâtre, Les Pieds sur Terre. Ça, c'était un second voyage, beaucoup plus sédentaire que le premier, mais ça a été le voyage de la post-production de ce film. On a été vraiment mus par l'envie de partager cette expérience, les apprentissages ce qu'on a retenu de ce voyage à travers nos expériences et à travers le témoignage d'experts qu'on a rencontrés en chemin. Donc, sur notre itinéraire, on a rencontré une vingtaine d'experts, sociologues, historiens, acteurs publics, entrepreneurs qui pensent, qui réfléchissent, qui agissent pour rendre possible un voyage plus responsable et plus conscient, comme on aime parfois l'appeler. Donc voilà, donc on a mis 3 ans et demi à l'issue de ce voyage pour sortir Les Pieds sur Terre, et ça fait 1 an maintenant qu'on le diffuse et qu'on parle avec des gens comme vous de ce sujet-là qui est central. Une question un peu plus technique sur l'organisation d'Erasmus. Du coup, question un petit peu plus technique sur l'organisation de ce programme, plutôt dirigé pour vous, Madame Fessot, et vous, Monsieur Schmitt. Comment ce programme s'organise-t-il au niveau européen, à la fois sur la coopération que sur, par exemple, la détermination d'un budget, etc. Alors, en fait, c'est sur le programme Erasmus+ dans sa globalité. Donc, le programme date initialement, le programme Erasmus a été créé donc en 1987. Il est devenu Erasmus+ en 2014. Il ne s'adressait initialement qu'aux étudiants, mais il a réuni d'autres types de programmes, comme le programme Leonardo, le programme Grundtvig, qui s'adressaient à d'autres types de publics. Les publics scolaires, les apprentis notamment, et l'éducation des adultes. Et tout ça a été fondu en 2014 pour créer Erasmus+, d'où le petit plus d'Erasmus, qui ne s'adresse plus qu'aux étudiants, mais à d'autres publics qui d'ailleurs, en termes de demande de mobilité, sont passés depuis 2024 devant les étudiants, le public scolaire notamment. Alors pas de mobilité financée, mais de mobilité demandée. Donc on voit une croissance absolument
énorme sur l'enseignement scolaire, sur l'enseignement et la formation professionnelle, très très nette, avec des croissances de 200-300% des demandes. Il y a véritablement une explosion dans les 2 ou 3 années qui ont suivi les années de crise sanitaire. Et voilà, donc c'est peut-être juste un petit aparté. Je reviens sur l'organisation du programme. Donc, depuis 2014, donc, le programme est un programme de l'Union européenne qui est présenté et proposé donc, par la présidente de la Commission au Parlement. Ensuite, il y a 2 années de négociations, mais je vais laisser Monsieur le Commissaire vous détailler tout cela. Et ensuite, donc, c'est adopté dans le cadre d'une programmation qui dure 6 ans. Donc, il y a eu 2014-2020, 2021-2027. Et là, on travaille actuellement sur la programmation 2028-2034. Le budget du programme pour la France était sur les années 2014-2020 de à peu près 1 milliard d'euros uniquement pour la France. Il est passé à 2,2 milliards d'euros sur la programmation 21-27 et normalement, si les négociations aboutissent dans ce qu'a annoncé la présidente de la Commission devant le Parlement, on devrait dépasser les 3 milliards pour la période 2028-2034. Oui, vous avez déjà beaucoup dit. Je crois que d'abord, le programme qui a été lancé par Jacques Delors, il ne faut pas l'oublier, c'était un programme un peu visionnaire aussi. Parce que Delors comprenait bien que l'Europe, ça ne peut pas être qu'un marché, que l'Europe des citoyens, et notamment de jeunes citoyens, devait leur offrir aussi une perspective européenne de formation, de voyage, parce que, comme on dit, les voyages, ça forme quand même aussi, n'est-ce pas? Et donc, Delors, quand ça a été lancé, a trouvé beaucoup d'opposition. Parce que, bon, il y avait beaucoup d'États membres, de chefs d'État d'ailleurs, de chefs de gouvernement, qui trouvaient que c'était dépenser de l'argent pour que les jeunes tournent, c'était pas très important. Mais comme il était assez persuadé de son idée, il a quand même réussi à créer, à lancer ce projet. Aujourd'hui, déjà dans le cadre multiannuel financier actuellement en vigueur, on a fortement augmenté, je crois que c'est 20 milliards, les fonds destinés à Erasmus. Mais on me dit que ça ne suffit pas. Et vous avez bien dit, il y a beaucoup de jeunes qui veulent, et pas que des étudiants. Et d'ailleurs, on connaît très bien quelqu'un, un Français, qui veut que la mobilité soit un droit pour tous les jeunes, quelle que soit leur appartenance scolaire ou universitaire, mais que les jeunes aussi qui ont choisi d'autres parcours aient aussi droit à cette mobilité. Donc, les apprentis, j'avais lancé un petit programme même pour des jeunes qui sont un peu en marge, pour leur permettre aussi de faire une expérience de formation, de travail dans un autre pays que le leur. Et donc, maintenant, vous l'avez indiqué, c'est le prochain budget pour les 7 années à venir, qui commencera donc en 27. La Commission a fait des propositions sur beaucoup de volets que je ne commenterai pas, mais effectivement, elle veut augmenter le financement d'Erasmus. J'ai déjà entendu, notamment au Parlement européen, qu'on juge que ce n'est pas assez, effectivement. C'est jamais assez. Mais bon, il faut dire qu'il faut en tout cas que Erasmus reste une grande priorité pour les jeunes, pour la jeunesse européenne. Et donc, ça va être une négociation, y compris avec le Parlement européen, y compris bien sûr aussi avec les États membres, de combien sera doté ce programme. Et il faut effectivement que ce programme suive la demande très forte qui existe partout du côté de la jeunesse européenne. Voilà. Si je puis me permettre de compléter, et juste pour que vous ne vous disiez pas c'est énorme, tous ces milliards, tout ça,
C'est 2% du budget de l'Union européenne. 2% pour faire des Européens, puisque c'est l'objectif du programme. Voilà. Donc il faut le garder en tête, et c'est aussi pour ça que, évidemment, inlassablement, on demande, et les parlementaires européens qui en sont convaincus le portent aussi, demandent une augmentation de ce budget-là, parce que c'est pas anodin, c'est le programme européen le plus populaire, celui qui parle le plus aux personnes qui l'ont vécu, et effectivement qui ne doit absolument pas rester ou devenir ou être perçu comme un programme élitiste qui ne concernerait qu'une partie de la population, qui comprendrait l'Europe, qui serait donc européenne, et puis les autres. Alors justement, super transition, Grégoire avait une question à vous poser sur l'égalitarisme, comment être égalitaire dans ce programme. Donc vas-y Grégoire. Oui, on se demandait justement, à partir de ce constat que vous faites, comment lutter contre les inégalités de fait d'accès au programme, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne. Concrètement, comment on le rend plus... Alors, il y a énormément de moyens et de possibilités pour le faire. D'abord, en parler beaucoup, dire que Erasmus, c'est pas que pour les étudiants, mais pour un public beaucoup plus large. Et pour ça, nous, on a un département communication qui est très actif sur le sujet. On a aussi un département promotion qui est très actif sur le sujet. Donc, c'est aller voir les gens sur le terrain pour dire « vous pouvez faire Erasmus ». Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'accompagner les porteurs de projets et accompagner les bénéficiaires du programme Erasmus par des moyens financiers supplémentaires. Donc, on a mis en place un petit top-up inclusion. Je dis un petit, mais c'est pas si petit que ça, parce que, par exemple, pour un étudiant qui est en manque de ressources, c'est 250 € par mois en plus de à peu près les 500 € qu'il va percevoir de sa bourse Erasmus. Même chose pour les étudiants en BTS, voilà. Même chose pour les élèves qui viennent de milieux plus défavorisés, pour les publics scolaires et pour les publics de l'enseignement et de la formation professionnelle. Troisième axe, c'est de travailler sur les aspects juridiques, légistiques, ce qui existe, le droit. On le voit et on l'a beaucoup vu avec Jean Arthuis, donc monsieur le commissaire en parlait. Jean s'est très très investi sur la mobilité des apprentis. Jean Arthuis, vous pouvez nous dire qui c'est, pardon? Alors c'est un ancien député européen, ancien ministre français et aujourd'hui président fondateur de Europe Mobility pour faciliter la mobilité des apprentis partout en Europe. Et donc, quand on a travaillé avec Jean Arthuis sur cette question de la mobilité des apprentis dans le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, on a vu qu'il y avait plein de freins juridiques. Par exemple, si vous êtes maître de stage en boulangerie d'un jeune qui est auprès de vous, s'il part, vous restez responsable de ce jeune. Donc, y compris s'il va dans un stage en Allemagne ou en Italie. Donc, évidemment, ça vous limite sur la responsabilité que vous engagez. Les durées sont beaucoup plus courtes pour la mobilité des apprentis. Donc il y a des freins juridiques, des freins en termes d'organisation, des freins pratiques. Le droit du travail n'est pas le même. Un apprenti en France, c'est un élève. Un apprenti en Allemagne, c'est un travailleur. Donc c'est le droit du travail qui s'applique. Et donc, on voit que pour ça, il a fallu qu'on travaille. Donc, il y a une proposition de loi qui a été portée par Sylvain Maillard sur l'Erasmus+ de l'apprentissage, qui a permis, d'une certaine manière, de lever les freins à la mobilité longue des apprentis. Donc, voilà. Donc, les trois axes, communiquer, aller chercher, aller au plus près des personnes, les aider financièrement, leur dire c'est pour vous et on va vous aider, et puis ensuite lever tous les freins, y compris juridiques, y compris techniques,
pour faire en sorte que ce soit une réalité. Et juste une petite précision, c'est là où on a le plus d'impact. C'est-à-dire que quand on fait des mesures d'impact sur le programme Erasmus+, c'est justement sur les jeunes issus de l'apprentissage qu'on voit que, effectivement, Erasmus a littéralement changé leur vie. Vous pouvez nous rappeler les chiffres d'Erasmus en France? Combien de Français partent en mobilité? Alors en 2025, nous avons fait partir 200 000 personnes en mobilité, 200 000 jeunes et moins jeunes en mobilité. En 2024, c'était 150 000, donc la croissance évidemment se poursuit. Il y a à peu près 40% d'étudiants et 30% pour les scolaires et une trentaine de pourcents également pour les jeunes issus de la voie professionnelle. Dans une beaucoup plus moindre mesure, l'éducation des adultes, qui est le 4e secteur que nous finançons. Et là, on travaille beaucoup avec France Travail, et notamment pour les jeunes demandeurs d'emploi qui rejoignent France Travail, et parce que, alors ils peuvent être bac+5, bac+1 ou pas de bac du tout. Ils sont demandeurs d'emploi, et puis ils peuvent se dire qu'ils trouvent pas, ou ils trouvent pas dans la voie qu'ils voudraient. Ils ont peut-être pas suivi la formation qu'ils souhaiteraient, et leur offrir la possibilité de partir vivre une expérience Erasmus. Là aussi, on en parlait en début de semaine avec les représentants de France Travail. Eh bien, c'est un changement radical. Mélanie, une dernière question à destination des réalisateurs. Oui, enfin, selon vous, est-ce que vous pensez que le programme Erasmus peut participer au développement de la citoyenneté européenne ? Alors oui, complètement. Pour mettre un peu de contexte et apporter aussi un peu d'éléments sur le film, on a eu l'occasion de rencontrer sur notre chemin des étudiants Erasmus qui nous ont accueillis dans le grand froid de la Laponie. Il faisait froid dehors, moins 16 ou moins 17, et on n'avait pas d'endroit pour dormir, et on est tombé sur une bande d'Erasmus avec des Espagnols, avec des Italiens, il y avait même une Russe, une Polonaise. Ils étaient une quinzaine comme ça, de plein de nationalités différentes. Et finalement, en une soirée, on a découvert vraiment toute la force du programme Erasmus. Ils avaient vraiment des liens très forts entre eux. Et même nous, en l'espace de quelques heures, on a créé des liens assez forts avec eux. Donc moi, je suis persuadé que si on veut se sentir européen, comme lorsqu'on veut faire partie d'une communauté, il faut connaître l'autre. Donc aucun doute là-dessus. Et pour compléter, un des thèmes qui est présent dans notre film, c'est beaucoup reprendre le temps du voyage. Et on pourra peut-être en parler après, mais c'est aussi très lié à l'impact environnemental, le temps, la distance, etc. Et justement, avec Erasmus, on prend le temps d'aller en immersion quelque part. On ne voyage pas juste pour cocher des cases dans sa checklist et dire on a fait tel pays, mais on prend vraiment le temps d'y être. Et nous, ce temps-là, on l'a vraiment apprécié. Donc on a voyagé en tout à peu près 6 mois, un petit peu moins de 6 mois, et c'est vrai qu'on restait à chaque fois dans les endroits où on était, et c'est là qu'on va un peu briser la glace, c'est là qu'on a des discussions un peu plus profondes sur nos différences culturelles, c'est là qu'on comprend vraiment l'autre. Donc voilà, ça va dans ce sens aussi. Je suis persuadée en effet que ce genre de voyage sur le temps long permet vraiment de briser la glace, de connaître l'autre, comme tu disais, Paille, et puis donc de nourrir cette citoyenneté européenne carrément. Merci Mélanie et Grégoire. On va faire place à Zélie et Pierre-Olivier pour la partie 2. Oui, et on peut les applaudir. Effectivement, merci Nelly Fessot. Bonjour Pierre-Olivier et Zélie. Donc une partie commence sur le voyage. Je vais y arriver. La portée politique du voyage. Zélie, tu as une première question. Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Une première question pour Madame Fessot et Monsieur Schmitt. Dans le cadre de vos professions respectives qui sont tournées vers l'international, vous êtes amené à prendre l'avion régulièrement. Qu'en est-il donc dans votre vie professionnelle et sans indiscrétion dans votre vie privée ?
Alors, franchement, je dois avoir explosé mon budget SNCF. Donc, pour moi, c'est vraiment le train. Voilà. Alors, évidemment, je suis un peu aidée puisque je voyage beaucoup en Europe et dans une Europe proche. Hein, donc, voilà. Donc, et puis, dans ma vie privée, pareil, je prends énormément le train, le TER, pour aller aussi à Oléron. Mais ça, vous le savez. Ben, je suis venu en train et je continuerai mon voyage en train. Voilà, maintenant, je sais que pour certaines professions, moi j'étais, il y a quelques années, j'étais ministre des Affaires étrangères. Bon, quand vous voyagez en dehors d'Europe, ou même en Europe, le train n'est pas toujours la solution possible. Hein. Quand vous allez en Grèce, bon, vous ne pouvez pas prendre le train. C'est possible, hein, théoriquement. Et vous mettriez 2 jours et demi, etc. Donc, je crois qu'il y a parfois des situations où vous devez prendre l'avion. Alors, je sais que maintenant, chacun devrait avoir son bilan CO2. Quand vous êtes commissaire, il n'est pas très bon, hein, je vous le dis tout de suite, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous voyagez dans toute l'Europe, parce qu'il y a 27 pays. Vous êtes à Bruxelles, donc il faut aller visiter les 27 pays. Bon, Bruxelles, c'est facile, donc 26. Luxembourg, ça va aussi. Vous pouvez prendre le train avec les précautions que je vous ai déjà indiquées. Mais donc, il y a un bilan. Donc, premièrement, je crois que l'Europe a à améliorer ses réseaux ferroviaires. C'est d'ailleurs une idée de Delors aussi. C'était les réseaux transeuropéens, investir plus dans les connexions de trains. Parce que normalement, pour les déplacements ne dépassant pas un certain nombre de kilomètres ou d'heures, ben, il faudrait que la seule option soit le train, a priori. On n'y est pas, parce qu'on n'a pas suffisamment investi dans ces réseaux, notamment de trains à plus grande vitesse. Donc ça, c'est la première chose. Donc, je dois dire, pour certaines fonctions, c'est difficile toujours de prendre le train parce que vous n'avez pas le temps. Vous ne pouvez pas dire, bon, là, j'ai 10 jours pour faire aller-retour, pour aller en Slovaquie ou pour aller en Bulgarie. Ce n'est pas possible. Mais je crois qu'il faut être conscient qu'effectivement, il y a un bilan CO2 qui chacun a. À titre privé, je ne suis pas quelqu'un qui voyage énormément en avion. Hein. Ça m'arrive. J'ai beaucoup d'amis en Grèce, par exemple. Bon, c'est compliqué d'y aller sans prendre l'avion. Hein. Mais sinon, je voyage en train. Je voyage en voiture aussi. Bon, ce n'est pas un bilan fantastique non plus. Je n'ai pas encore de voiture électrique. Je vous fais une confession. Mais je crois qu'on est quand même sur un chemin plutôt positif. Hein. Mais le grand défi, c'est qu'on améliore les communications ferroviaires, notamment pour les distances comme celles que j'ai parcourues aujourd'hui. C'est quand même 800-900 km. Vous pouvez, avec les TGV, le faire sans trop de difficultés. Et quand vous faites la comparaison avec l'avion, souvent, il n'y a pas une très grande différence. Hein, parce que les heures que vous passez dans les aéroports, etc., et puis, bon, les retards dans les trains, ça existe, mais les retards d'avion, ça existe aussi. Donc, je crois que chacun, c'est quelque chose dont chacun doit être conscient quand il choisit son mode de transport. Bon, est-ce que finalement, j'ai en tête mon bilan CO2, comment je peux voyager en minimisant les émissions. Voilà. Pierre-Olivier ? Donc le documentaire que nous venons de voir met en lumière le voyage initiatique et le sentiment d'appartenance à un ensemble qui dépasse l'individu. Alors pour vous, réalisateurs, vous sentez-vous davantage engagé politiquement depuis votre expérience internationale ? Alors, c'est bien parce que c'est des questions qu'on ne nous pose pas souvent dans les échanges questions-réponses.
Engagé, je pensais que la question s'arrêtait à ça. Engagé, évidemment, plus engagé depuis ce voyage-là. On l'a dit tout à l'heure dans les questions-réponses juste après le film. Engagé, bien sûr, on l'était déjà avant de partir et c'est pour ça qu'on est parti. Mais ça a évidemment accru notre engagement sur tous ces sujets de transition socio-environnementale. Ça, c'est clair. Engagé politiquement, c'est une autre question. Alors, nous, c'est pas notre univers, les sciences politiques. On a fait une école de commerce. Et en réalité, moi, alors évidemment, ça nous oriente vers des partis politiques ou une couleur politique, évidemment. Pour autant, moi, j'ai pas forcément envie de politiser ce sujet dans la logique de réussir à dialoguer avec tout le monde, parce que le voyage, c'est un sujet universel, ça nous touche tous dans nos émotions, dans notre intériorité, etc. Donc, moi, je l'aborde pas comme ça, en tout cas. Évidemment, je me reconnais plus dans certains courants, évidemment, qui portent aussi ces idées-là. Mais pour autant, vraiment, c'est pas notre vocation, je pense, avec le documentaire, que d'en faire un étendard politique. Voilà, je répondrai à ça pour ma part. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, mais Zélie a une autre question à vous poser. Oui, toujours pour vous, mais également pour vous deux autres. Oui, pardon. Comme vous êtes partis en plein pendant la pandémie de Covid-19, est-ce que, selon vous, ce serait possible de susciter un sentiment d'appartenance à l'Union européenne sans avoir besoin de voyager ? Donc la question, ce serait si demain on n'avait plus moyen, par exemple, de traverser les frontières, est-ce qu'on pourrait maintenir un sentiment européen ? C'est ça ? Oui, par exemple, ou si tout le monde faisait le choix de stopper les échanges, à moins qu'il ne soit possible en train ou de manière la plus écologique possible, par exemple. C'est une bonne question, je vais essayer d'improviser. Non, comme ça, là, ce qui me vient en tête, c'est toujours le fait que échanger en direct permet de créer des liens beaucoup plus rapidement et des vrais liens. Et surtout, aujourd'hui, l'autre moyen de créer des liens rapidement et facilement, c'est les réseaux sociaux. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, sujet aussi très à la mode en ce moment, on ne sait plus trop si on peut croire ce qu'on voit, on ne sait plus trop le discerner, le vrai du faux, de la vraie personne. Donc finalement, j'aurais envie de dire plus compliqué. Mais par contre, attention, il faut absolument que les déplacements soient beaucoup plus bas carbone qu'aujourd'hui et beaucoup plus réfléchis, modérés. Réfléchir, je vous rejoins totalement, à réfléchir lorsqu'on fait un déplacement à comment on le fait, pourquoi, avant de réfléchir au comment, surtout le pourquoi. Hein, parce que des fois, il y a beaucoup de voyages professionnels, notamment où, bah oui, il faut aller se montrer, on va faire un déplacement professionnel à l'autre bout du monde, parce que oui, ça fait bien, il faut qu'on aille les rencontrer. Puis finalement, est-ce qu'il y a de la substance dans la rencontre ? Là, pas tellement. Donc j'aurais envie de dire réfléchir au pourquoi et ensuite au comment. Peut-être pour compléter, sur l'agence Erasmus+, on a développé les mobilités hybrides à partir du Covid, donc à partir de la crise sanitaire, c'est-à-dire on a donné la possibilité d'avoir une dimension virtuelle au programme Erasmus, d'abord après la mobilité physique, et puis ensuite on a fait également en amont de la mobilité physique. Pour autant, on a vu très très vite une grande lassitude de la part de celles et ceux qui pouvaient en bénéficier, et au contraire un besoin de revenir concrètement à la mobilité, donc voilà, au déplacement. Et en fait, rien ne remplace un son, une image, une odeur, une poignée de main, une bière. Voilà, donc rien ne remplace ça. Donc effectivement, pour créer un sentiment d'appartenance à une communauté de destin commune qui est l'Europe, c'est important de voir l'Europe aussi dans toutes ses dimensions et physiquement. Oui, je pense que nous avons découvert finalement lors du Covid la possibilité de travailler in situ, donc en fait en ligne. J'avais beaucoup de réunions sur Internet, donc c'est possible. Est-ce qu'on travaille mieux ? Est-ce que c'est toujours percutant ? Non. Mais je suis quand même d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a beaucoup de réunions qui n'ont pas une telle substance
qu'on ne peut pas les remplacer par des échanges en ligne. Donc je crois que là aussi, il y a un choix à faire. Maintenant, vivre uniquement à travers des réunions en ligne ou des expériences en ligne qui ont quand même un certain degré de virtualité, je crois que ce serait pas une bonne chose. Donc je crois qu'il faut là aussi faire des choix. On peut économiser de l'argent, mais aussi du CO2, en rationalisant un peu les déplacements. Mais en fin de compte, rien ne remplace le contact humain comme vous l'avez décrit. Il faut à un moment donné que les gens se rencontrent, découvrent la réalité réelle et non pas virtuelle. Donc je crois que nous sommes maintenant dans un monde un peu hybride. Mais maintenant de dire, bon, ben, les voyages, ça ne sert plus à rien, les déplacements, ça ne sert plus à rien, on peut faire ça très bien dans un monde virtuel. Non, moi, je ne voudrais pas vivre dans ce monde-là. Il y a un danger, d'ailleurs, qu'on nous pousse vers ce monde-là où le vrai et le faux, ça devient une question difficile à trancher. Donc, je crois que les voyages, les déplacements, les contacts humains sont extrêmement importants. Et il faut surtout les préserver. Pierre-Olivier, sur l'aspect professionnel. Alors, puisque notre public est essentiellement constitué de sciences-pistes qui ont peut-être déjà vécu ou qui s'apprêtent à vivre une année à l'étranger, notre prochaine question concerne l'influence des mobilités sur le marché du travail. Nicolas Schmitt, selon vous, les mobilités ont-elles un impact sur les parcours et sur les choix professionnels ? Je crois que nous venons d'entendre que la mobilité, ça traduit beaucoup de choses. D'une personne, avoir le courage de dire, bon, ben voilà, je veux découvrir autre chose, je veux m'adapter, expérimenter autre chose, parler une autre langue. Tout ça, ça en dit beaucoup de la personne et de la personnalité. Je crois que vous l'avez bien décrit. Quand vous recrutez quelqu'un qui a fait la preuve d'être capable de s'adapter à un environnement différent, de découvrir autre chose, etc., je crois que c'est un atout. Donc la mobilité, c'est un atout. La capacité à la mobilité, c'est un atout. Mais l'Europe, c'est aussi de la mobilité, parce que l'Europe a été créée un peu aussi pour faciliter la mobilité. Donc pour permettre à des gens de dire, mais j'ai envie de travailler pendant quelque temps dans un autre pays. Je reprends un peu la formule d'un rapport d'Enrico Letta, et la mobilité doit être choisie, elle ne doit pas être imposée. Mais il est clair que les jeunes, beaucoup de jeunes, veulent faire l'expérience de la mobilité dans les études, mais aussi dans le travail. Et donc, cet aspect-là, il faut l'encourager, le maintenir, le préserver, parce qu'il y a des gens aussi qui sont en train de nous prêcher qu'il faut refermer les frontières vers l'extérieur, ce qui est une absurdité aussi. On voit maintenant aux États-Unis, ils veulent réduire drastiquement le nombre des étudiants aux États-Unis, une folie absolue quand on voit que l'essor technologique, scientifique des États-Unis est surtout fait par des gens qui sont venus d'ailleurs, y compris des prix Nobel, qui maintenant sont des Français. Donc voilà, je crois que la mobilité est un énorme atout, aussi d'un point de vue professionnel. Célie ? Peut-être une dernière question, ou avant-dernière selon notre temps, pour clôturer la partie. Pour les deux réalisateurs, est-ce que votre voyage aurait eu le même impact s'il s'était restreint au territoire français ? Forcément, on aurait vécu une expérience différente, ça c'est sûr et certain. Qu'elle aurait été différente, donc oui, je pense qu'on aurait vécu quand même des choses très fortes. Parce que finalement, ce qui a été fort, c'est la rencontre, la découverte de paysages qui nous ont dépaysés. En France, franchement, depuis que j'ai un peu ouvert les yeux là-dessus, il y a tellement de paysages et d'exotisme à aller chercher que je pense qu'on aurait pu aussi retrouver cette partie-là.
Ce qu'il aurait manqué, c'est peut-être de découvrir des étudiants, de découvrir des personnes qui parlent pas les mêmes langues. C'est quand même assez riche des fois de devoir se mettre un petit peu en difficulté, sortir de sa zone de confort, mobiliser aussi ce qu'on a pu apprendre pendant nos études. Donc c'est là où j'aurais vu une petite différence. Mais le message, il est que en fonction de l'état d'esprit avec lequel vous partez en voyage, vous pouvez vivre vraiment des choses incroyables. Et en France, j'ai envie de dire même dans la région, dans une région, dans un département, dans un village, partout. Un voyage, il peut se faire partout. Pierre-Olivier, je pense que tu as le temps de poser la dernière question bonus. Ouais, donc encore pour vous, comme vous le dites dans le documentaire, est-ce que nous sommes tous devenus un peu influenceurs ? Et si oui, jusqu'à quel point pensez-vous que chacun de nous peut réellement influencer son entourage ou bien la société ? Alors ça, on en est convaincu. Pareil, on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans les questions-réponses. La question de l'influence, elle nous a beaucoup questionnés pendant ce voyage-là, parce qu'en effet, on le raconte un peu dans le film, mais on a nous-mêmes essayé de documenter en live pendant notre voyage ce qu'on vivait, les gens qu'on rencontrait, les expériences, etc. Et on s'est rendu compte, en fait, du coup, de l'impact qu'on avait sur notre communauté, comme on le dit dans le film, qui n'était pas énorme. Hein. On n'est toujours pas d'ailleurs des maxi-influenceurs. On l'était encore moins à l'époque peut-être, mais il y avait quand même des gens qui nous suivaient et des gens qui réagissaient à nos stories, à ce qu'on laissait voir de ce qu'on vivait. Et à des moments donnés, on s'est rendu compte que ce qu'on donnait à voir n'était pas forcément ce qu'on vivait dans les coulisses. On a pris l'exemple, en effet, on a passé pas mal de temps en Suède et aussi du temps aux Canaries. Notamment. Et aux Canaries, on était là-bas en janvier, février, et tout le monde nous disait trop la chance, nous en France, il fait moche. Et en Suède, il y avait un peu moins de réaction. Alors que nous, la partie du voyage qui nous a le plus marqué, en l'occurrence, c'était plus la Suède. Mais le fait qu'il y ait du soleil en janvier, février sur nos stories, ça crée beaucoup plus d'attrait et d'enthousiasme de l'autre côté de l'écran. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, en effet, avaient un vrai pouvoir d'influence et donc qu'on les manipule avec beaucoup plus de précautions aujourd'hui, qu'on les prend même à leur propre jeu, dans le sens où si on est capable d'influencer dans un sens, pourquoi on n'est pas capable d'influencer dans l'autre ? Donc nous, notre parti pris, un peu notre combat, maintenant qu'on est dans cette période de diffusion du film, c'est de démultiplier les récits de voyage à travers nos réseaux, de s'associer avec d'autres collectifs, d'autres initiatives, etc., de voyage, pour montrer qu'il y a plein de voyages possibles. Il n'y a pas que celui où on va au soleil en janvier-février, il n'y a pas que les Maldives, comme le dit une de nos intervenantes, etc. Donc ça, c'est pour l'influence réseaux sociaux, et je rajouterai un point sur l'influence au-delà des réseaux, l'influence qu'on peut avoir sans les écrans sur nos proches. Je me rappelle d'avoir fait une conférence il n'y a pas longtemps en tant que participante, où dans l'Assemblée, c'était sur faut-il garder justement les pieds sur terre pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. C'était pas exactement ça, mais c'était l'idée. Et dans l'Assemblée, tout le monde à la fin était convaincu. On s'est dit, bon, en effet, il faut faire des efforts là-dessus, etc., etc. Mais tout le monde s'est dit, moi j'en suis convaincu, mais comment je convainc autour de moi ? C'est ça le plus dur en fait. Moi je le sais, mais j'ai du mal à en discuter avec mes amis, mes parents, ma famille, etc., mes collègues. Et en fait, il y a quelqu'un dans la salle qui a dit moi j'ai fait une thèse sur ce sujet. Qu'est-ce qui influence le plus ? Comment faire bouger ces gens-là qu'on n'arrive pas forcément à faire bouger ? Et en fait, c'est en n'osant raconter nos récits, même s'ils sont un peu différents parfois, même si nous, on n'est pas partis aux Maldives pendant l'été, mais qu'on est partis dans la Creuse, bon, je fais très cliché, mais même si on est parti moins loin, et oser le raconter avec autant d'étoiles dans les yeux, et tout ça, même si on s'en rend pas compte sur l'instant présent, influence, c'est une petite graine, puis une autre petite graine que quelqu'un d'autre viendra arroser, mais on a vraiment tous ce pouvoir d'influencer, et en particulier nos proches et le cercle 1. Donc voilà, il ne faut vraiment pas sous-estimer et négliger ce pouvoir d'influence qu'on a tous et toutes en dehors même des réseaux sociaux. Merci Pierre-Olivier et Zélie. On peut les applaudir. Et j'appelle Élise et Chali pour la troisième partie sur précisément le voyage autrement. Quelles solutions concrètes ? Et c'est Élise qui commence par sa première question. Alors, tous les quatre, pourriez-vous nous donner 3 solutions majeures pour voyager en respectant l'environnement et en faisant preuve de sobriété ? Non, enfin, oui. En tout, si on en a 3, c'est bien, non ? Quelques-unes, on va dire.
Je vais prendre la plus facile. Je vais dire arrêtez de prendre l'avion. C'est pas une solution, ça. C'est une solution. Ben non, ça c'est. Je ne monte plus dans l'avion, je donc, n'émets pas de gaz à effet de serre. Oui, mais donc comment on voyage sans prendre l'avion, justement? Ah, d'accord, pardon. Alors, j'arrête de prendre l'avion, en 1. Et en 2, qu'est-ce que je fais d'autre? Je prends un vélo, je prends un sac à dos, je fais de la marche. Si je veux aller un peu plus loin, découvrir d'autres cultures, je prends un train. Il y a des Interrail, franchement, encore un autre programme européen qui est très ancien, mais qui est toujours aussi efficace. Et même moi, j'étais persuadé que c'était que pour les jeunes. Et finalement, maintenant, j'ai plus la carte jeune, je fais partie des moins jeunes. Et Interrail fonctionne aussi très bien, avec des prix très avantageux. Donc, plus de l'avion, et ensuite, du coup, j'ai plein d'autres perspectives qui s'ouvrent à moi et qui sont hyper excitantes. Je prends la suite, donc ça fera peut-être 4. On va voir si tout le monde a une idée, mais j'appuierai sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment questionner en fait le pourquoi de son voyage. On l'a déjà dit, donc je ne vais pas m'épancher sur le sujet, mais en fait on ne le fait pas toujours. On voyage parfois pour des mauvaises raisons. Dans le cadre professionnel, on en a un petit peu parlé, mais aussi dans le cadre personnel, justement parce qu'on est influencé pour des raisons sociales, etc. Donc vraiment prendre le temps de se dire pourquoi je veux aller à cet endroit. Donc, pour moi, c'est une des pistes de réflexion en tout cas. Nicolas Schmitt, quelle alternative à l'avion? Bon, moi je suis peut-être d'une autre génération, je crois même sûrement, donc je suis un peu moins radical. Je crois que maintenant dire aux gens, vous n'avez plus le droit de prendre l'avion, ou que ceux qui doivent absolument le prendre doivent le prendre, c'est à mon avis un mauvais discours. Je comprends qu'il y a une urgence qui est l'urgence climatique, et donc je serais, disons, un peu modéré à cet égard. Je dirais aussi, ne prenez pas l'avion si vraiment ce n'est pas, si vous avez une alternative acceptable. Si vous avez décidé d'aller, je ne sais pas, en Argentine, vous n'avez pas le choix. Vous devez prendre, oui. Bon. Comme Greta qui va à New York en bateau. Mais je crois qu'il faut peut-être pondérer un peu ces choix. Et donc voir le pour et le contre. Mais je ne dirais pas maintenant, la ligne doit être plus d'avions. Y compris à titre privé. Parce qu'à titre professionnel, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Mais je suis d'accord qu'il y a des situations où on ne doit pas le prendre nécessairement. On peut régler ça autrement. Soit par d'autres modes de transport, soit effectivement par des réunions, des contacts en ligne. Mais je serais prudent maintenant pour interdire en quelque sorte, pour donner une mauvaise conscience à tout le monde si les gens prennent l'avion. Ça, franchement, mais peut-être c'est une question de génération, je l'accepte. Même en week-end. Un week-end au Maroc, validé. Non, ça, oui, c'est ce que j'appelle pondérer. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de prendre un avion pour aller passer un week-end au Maroc? C'est une bonne question. Maintenant, faire un voyage au Maroc et découvrir le Maroc, aller dans l'Atlas, sac au dos comme vous l'avez décrit, pour y aller, il n'y a pas 1000 façons. Il faut a priori quand même prendre l'avion. Enfin, il y a d'autres possibilités, mais c'est quand même assez inévitable. Donc je crois qu'il faut avoir ce que vous avez appelé la sobriété, c'est-à-dire avoir un équilibre dans ses choix. Et donc si on peut éviter de prendre l'avion, l'éviter. Si c'est une nécessité, on ne va pas non plus donner mauvaise conscience à tout le monde quand les gens disent j'ai envie d'aller... quelqu'un avait parlé de la Sicile. Oui, vous pouvez... Donc je serais pondéré et peut-être avoir en tête, et ça c'est une question d'éducation, son bilan CO2. Moi j'ai eu l'année dernière un bilan CO2 catastrophique parce que j'étais en campagne électorale sur toute l'Europe. Si j'avais calculé mon bilan, c'était une catastrophe. Mais je n'avais pas le choix. J'avais 2 mois pour parcourir l'Europe. Il y avait des situations où je devais le faire pour avoir des contacts précisément avec les gens dans 27 pays ou 26 pays, si je fais abstraction de mon pays d'origine. Donc avoir une approche plus pondérée
et faire une réflexion sur comment je peux voyager. Est-ce que je dois voyager? Vous avez donné l'exemple. Est-ce que tous ces voyages sur 24 heures, découvrir je ne sais pas quoi, est-ce que ça fait du sens? Parce que finalement, c'est ça. Est-ce que ça fait du sens? En général, non pas uniquement dans le sens transport CO2, mais aussi pour moi-même. Donc, c'est peut-être cette approche-là qu'il faudrait promouvoir. Nelly Faisseau, est-ce que vous avez une alternative sobre au voyage? Alors c'est facile, puisque comme tout le monde s'est exprimé, je vais pouvoir un peu faire une petite synthèse, j'adore ça. Donc effectivement, se poser la question en amont, le sens. Effectivement, privilégier le train. À titre personnel, j'essaie de pratiquer les sauts de puce. Donc voilà, donc c'est partir la veille au soir, 2 heures de train, Paris, dormir à Paris, repartir le lendemain matin, de nouveau en train. Et quelquefois, ça me fait beaucoup plus gagner de temps que si j'avais pris l'avion depuis Bordeaux avec des correspondances qui sont quand même très compliquées. Donc voilà, et puis peut-être aussi... alors ça, c'est plus mon conjoint qui le pratique, mais compenser. C'est-à-dire que, ok, je fais un peu d'avion, mais dans ce cas-là, je ne mange pas de steak pendant 1 mois. Voilà, donc c'est compenser. Et avoir une sorte de petite calculette en tête, bah, c'est pas mal aussi. Voilà. C'est des trucs et astuces. Hein. De bonnes idées. Oui, bien sûr, Paille, vous pouvez reprendre la parole. C'est gentil, merci. Juste 2 petites minutes, après je vous laisse poser vos questions. Je vais m'appuyer sur le film, donc beaucoup vous ne l'avez pas vu, mais je vais quand même m'appuyer sur une activiste qui s'appelle Maja Rosen, qui est une activiste suédoise et qui nous a beaucoup marqué, qui nous a vraiment transformés en profondeur tous les 3. Et à un moment donné dans le film, elle dit, enfin devant nous, du coup nous on le vit en temps réel, elle dit, si vous étiez pendant une catastrophe comme le Covid-19, donc là elle nous fait un clin d'œil parce que à ce moment-là on n'est pas dans le Covid, ou s'il y avait une 3e guerre mondiale, est-ce que vous ne pensez pas que finalement il y aurait une telle urgence qu'on arrêterait de se déplacer? Résultat, si vous regardez un peu les résultats, pendant le Covid-19, c'est la seule année où les déplacements en avion ont été en adéquation avec le respect des accords de Paris. Dès l'année d'après, ça a repris de plein fouet. Et pourquoi je fais cette comparatif-là? Parce que pour moi, la crise climatique qu'on est en train de vivre actuellement est aussi grave qu'une potentielle 3e guerre mondiale ou que n'importe quelle autre crise majeure. C'est simplement qu'elle n'est pas palpable. Aujourd'hui, quand j'émets du CO2, je ne palpe pas les conséquences que ça peut avoir, mais en termes de vie humaine, en termes de tout ce qu'on veut, ça aura des conséquences qui sont très compliquées aujourd'hui à palper. Enfin, on ne peut pas les palper, à anticiper. Donc voilà, je me permets juste de faire ce petit point-là. Donc quand on fait un voyage qui peut potentiellement avoir des conséquences compliquées, est-ce qu'on se pose vraiment la question du pourquoi? Donc je reviens à ce que tu disais, Caroline, tout à l'heure sur le pourquoi. Du coup, Nelly Faisseau a envie de vous interroger. Oui, d'accord, merci, super. Du coup, est-ce qu'il existe une appli ou une petite calculette où on peut voir effectivement, mais sans que ce soit trop compliqué, et comment est-ce qu'on peut compenser si on fait un voyage en avion, voilà. Combien de steaks il ne faut pas manger? Combien de steaks il ne faut pas manger? Oui, alors il y en a encore plein d'autres à inventer. Je pense qu'on manque d'outils, de mesures, on manque d'outils concrets aussi pour rendre ce voyage et ces solutions possibles. Donc ça, c'est une voie encore à ouvrir. Mais pour autant, il existe déjà plein d'initiatives, plein de ressources. Nous, on s'est un peu lancé dans l'idée de les recenser, alors à notre échelle, mais donc sur notre site internet lespiedsurterrelefilm.com. Il y a un onglet avec des ressources qui sont autant de solutions pour voyager autrement à moindre impact, que ce soit dans des outils de mesure, pour comparer les ordres de grandeur, parce que je pense que c'est un vrai sujet en fait. Pour voyager autrement, il faut aussi se prendre conscience et se rendre compte des chiffres, de ce que ça veut dire. Je voyage en train, en avion, en voiture, c'est difficile en fait. Comme tu dis, c'est pas palpable. Donc prendre conscience, être sensible et sensibiliser à ces sujets. Donc il y a des outils sur notre site, entre autres, qui en parlent. Et puis il y a aussi des outils concrets pour voyager autrement, typiquement la carte recto verso, par exemple, qui permet de nourrir son imaginaire avec d'autres voyages que ceux qu'on nous vend habituellement. Donc je vous invite à y faire un tour, notamment sur ces outils comparateurs de... La carte recto verso, qu'est-ce que c'est que oui. c'est Je ne sais pas si certains
connaissent. La carte recto verso, c'est un collectif qui s'appelle les Others, un collectif français qui a démarré sur les réseaux sociaux au démarrage, donc a publié des photos très jolies d'endroits méconnus en France et au-delà. Et puis, justement, on leur a dit, mais est-ce que vous pourriez recenser, au moyen d'une carte en France notamment, tous ces endroits-là et faciliter la logistique pour pouvoir s'y rendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti un peu après qu'on soit rentré de voyage, il me semble, la carte recto verso, d'abord France, et puis après la carte recto verso Europe. Et en fait, c'est une carte de France au recto, vraiment une carte papier. Donc déjà, ça fait du bien. Moi, elle est affichée dans mon salon. Elle est très jolie. Une carte papier au recto avec tous les chemins de randonnée, les GR recensés en France et les pistes cyclables aussi. Ils ont fait la même chose avec l'Europe pour les randonnées. On espère que ça va arriver aussi avec les pistes cyclables parce que l'Europe est traversée par je ne sais plus combien d'Eurovélo qui sont des pistes cyclables qui rendent plus facile aussi de se déplacer à vélo. Donc voilà, c'est un outil concret avec le verso qui lui est plus un petit quiz en se disant est-ce que je suis plutôt voyage solitaire ou voyage à plusieurs? Est-ce que je suis plutôt voyage route ou voyage confort? Parce que voyager autrement, il faut aussi le faire en fonction de ce qu'on aime et ce qu'on est en mesure, en capacité de faire. Et donc voilà, donc un petit quiz pour trouver sa manière de voyager autrement. Donc c'est un outil qu'on aime bien promouvoir. Voilà. Je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil aussi. Merci. Chali, une question financière. Oui, totalement. Encore une question pour tous les quatre. Voyager autrement, est-ce réservé aux milieux favorisés? Par exemple, le train, c'est souvent plus cher que l'avion. Alors effectivement, nous, dans le cadre d'Erasmus, c'est une question qu'on nous pose très souvent de la part des étudiants, puisque effectivement, on va sur EasyJet pour 50 € aller au bout de l'Europe. Et là, quand on regarde le prix du train, on se dit « Waouh, je vais peut-être prendre EasyJet, même si on est super motivé ». Donc, ce qu'on a mis au point dans le cadre du programme Erasmus, c'est de compenser la différence pour justement que ce ne soit pas un coût qui s'ajoute aux étudiants, mais que ce soit pris en compte, puisqu'on encourage l'écomobilité, et bien qu'on puisse compenser, nous aussi, ce choix qui va être fait financièrement par un étudiant ou effectivement un scolaire ou un apprenti, de faire ce choix de l'écomobilité. Et donc, on aide financièrement, individuellement, ceux qui privilégient l'écomobilité. Et on voit un résultat très net, puisqu'on a quasiment doublé l'écomobilité, c'est-à-dire le fait d'utiliser des moyens de transport sobres entre 2022 et 2024, nos deux années de mesure, puisqu'on est passé de 16% de voyages en écomobilité en 2022 à quasiment 30% en 2024. Donc on atteint les 30%. Et bon, voilà, on espère bien les confirmer, mais on voit une progression très très nette en tout cas. Donc il y a effectivement, je pense, l'aspect de prise de conscience, et puis il y a aussi l'aspect financier, c'est-à-dire que les deux sont importants. Bien sûr qu'il y a un problème d'égalité ou d'inégalité, et cela nous oblige à revoir un peu les critères, parce qu'effectivement, le train est souvent beaucoup plus cher que l'avion. Donc il y a des ajustements à faire. Donc ça c'est une histoire de politique des transports qui doit aller jusqu'au bout de notre approche environnementale. Maintenant, je crois qu'on est aussi dans une situation où les voyages, et notamment les voyages de masse, le tourisme de masse, est en train d'être revisé. Parce que je constate que j'ai vu pendant mon mandat souvent les maires de villes qui étaient des villes très populaires, notamment des villes comme Barcelone, où les gens, ils en ont marre de cet afflux de touristes qui viennent 24 heures, 48 heures, liés après à toute la problématique du Airbnb, avec le problème du logement à la clé. Donc, je vois que
une île espagnole comme Majorque, les gens sont sur les barricades pour dire il y en a marre parce qu'on n'arrive plus à se loger, etc. Donc il y a une réflexion qui est nécessaire sur le tourisme. Ça ne peut pas vouloir dire que les gens qui ont peu de moyens ne peuvent plus voyager. Parce que sinon, ça devient... Les riches peuvent voyager parce qu'ils peuvent se payer, même si on double, triple, quadruple les billets d'avion, ils peuvent toujours se payer. Et les autres, bon, ils doivent partir à vélo. Ça, je ne voudrais pas non plus une société qui raisonne comme cela. Mais il est clair qu'on a besoin d'une réflexion sur le tourisme, le temps que les gens ont à disposition, les logements, etc. Donc je crois que c'est un sujet beaucoup plus vaste que simplement le train et l'avion. C'est un sujet beaucoup plus vaste qu'il faut aborder parce qu'effectivement, le tourisme de masse détruit aussi. Et finalement, les gens, je ne suis pas si sûr, n'en profitent pas autant qu'ils l'ont peut-être espéré. C'est peut-être ce souhait d'évasion, mais à la fin, ce n'est pas vraiment une évasion. C'est souvent de se retrouver dans des circonstances qui ne sont pas toujours très agréables. Donc je crois qu'il y a un sujet d'égalité aussi, hein, oui, qui peut se payer, qui ne peut plus se payer, et un sujet peut-être d'arriver à un tourisme qui est beaucoup plus conforme aux contraintes écologiques et qui permet à découvrir effectivement peut-être des régions que les gens ne connaissent pas, mais qui ne connaissent pas parce que souvent c'est plus cher d'aller dans une région en France que d'aller en avion en Asie. Hein, ce qui est quand même un peu paradoxal. Donc c'est la réflexion plus globale sur le tourisme et sur ce que les gens peuvent ou devraient faire ou ne plus faire. Oui, je peux compléter aussi, alors avec une approche un peu différente et très liée à nouveau au voyage que nous on a vécu, qui, encore une fois, nous on a en effet beaucoup voyagé à vélo, mais aussi en train, aussi en bus, en bateau, en voilier. Et ben en fait, ce voyage-là, donc ça convient pas forcément à tout le monde, hein, c'est aussi dans notre classe d'âge, il y a quand même beaucoup d'étudiants aussi aujourd'hui. Pour le coup, pour les étudiants, c'est possible de le faire. Et ça l'est aussi au-delà des étudiants, évidemment. Mais, donc je m'adresse plutôt à nous, à vous, public et étudiants. En tout cas, dans notre école, à l'UM Lyon, à la même période, 6 mois avant, il y avait un duo d'étudiants qui sont partis en tour du monde sur la question de l'innovation managériale, donc un tout autre sujet, mais un format assez similaire au nôtre. Ils sont partis à 2, ils ont fait beaucoup de pays. C'est une expérience qui a aussi été très enrichissante, évidemment, pour eux. Leur voyage leur a coûté, pour mettre des chiffres aussi en face, 35 000 €, il me semble, pour 6 mois à 2. Nous, on est partis à 3. On avait essayé de réunir des fonds, nos fonds personnels. On a fait un crowdfunding. On a démarché aussi des fonds privés, de partenaires, etc., institutionnels. Et on n'a pas utilisé tout notre budget. En fait, il nous restait du budget quand on est rentré. Parce qu'en effet, le fait de voyager à vélo, en tente, mais pas que, on a vraiment aussi beaucoup pris le train, le bus, etc. On ne s'est pas que logé en tente non plus. Mais in fine, toutes ces pratiques-là qui vont à la base dans un sens plutôt écologique, se recoupe aussi avec cet aspect économique. Donc nous, on s'y est retrouvés. Donc voilà, c'était pour lever quand même un frein, une idée reçue aussi que voyager autrement, voyager plus responsablement, coûte forcément plus cher. On met beaucoup la question du train versus avion derrière tout ça pour dire bah oui, c'est plus cher parce qu'en effet, aujourd'hui, le train est plus cher que l'avion et je rêve qu'il y ait davantage de subventions pour le ferroviaire et un peu moins pour le secteur aérien. Mais au-delà de ce sujet qui polarise un petit peu, il y a plein d'autres solutions qui sont vraiment moins chères quand on voyage aussi différemment. Oui, mais parce que vous avez aussi revu votre programme. Il y a eu l'histoire du bateau cargo que vous avez annulé et finalement, vous étiez parti pour partir plus loin. Ouais, mais alors sans trop spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que l'itinéraire est quand même, c'est tout un nœud de l'intrigue dans notre voyage. En effet, on devait prendre un porte-conteneur qui était un gros poste de coût dans le budget initial qu'on avait prévu. Aujourd'hui, monter sur un porte-conteneur en tant que passager, ça coûte très cher. Donc nous, on voulait l'expérimenter. Mais quand on n'a pas eu la possibilité de le faire, ça a enlevé un poste de coût. Donc ça, c'est vrai. Par contre, pour ceux qui verront le film aussi, ce dans quoi on s'est lancé après, c'est de chercher un voilier pour faire cette transatlantique à nouveau. Faire une transatlantique, c'est pas accessible entre guillemets à tout le monde, encore que, mais il y a plein de choses qui vont avec, le temps qu'il faut, etc. Le mal de mer, pourquoi pas.
Mais pour autant, le voilier, voilà, c'est quasiment peanuts. On participe à la caisse de bord, on contribue à la vie sur le voilier pendant une quinzaine de jours, et puis on est aux États-Unis en ayant dépensé moins que notre billet d'avion. Alors pour faire un lien entre le Maroc et le cargo, moi j'ai fait Marseille-Casa en cargo. 3 jours, passé par le détroit de Gibraltar, arrivé à Casablanca au petit matin. C'est absolument génial. J'étais déjà plus étudiante et c'était vraiment pas cher. Alors je ne sais pas si maintenant les coûts sur les cargos ont explosé, mais à l'époque il existait un guide qui s'appelait le guide des cargos, des voyages en cargo. Voilà. C'était en quelle année ? Début 2000. Voilà. Juste une remarque. C'était un petit peu avant, pardon. Fin 98. Voilà. Juste une remarque. On avait réintroduit les trains de nuit. Hein ? Oui, les trains de nuit. On est en train de les supprimer de nouveau. Donc les trains de nuit, ça me permettait d'aller à Paris jusqu'à Berlin en train la nuit, donc vous ne perdiez pas de temps. Parce que le facteur temps joue. Vous dites, oui, on peut mettre 15 jours pour aller aux États-Unis. Tout le monde n'a pas le temps de prendre 15 jours pour y aller, quand même rester quelques jours, et puis revenir 15 jours. Donc le facteur temps est là. Mais les trains de nuit, c'est à la fois écologique, plus écologique que l'avion. C'est aussi, vous ne perdez pas de temps puisque vous pouvez dormir dans le train. Et je trouvais ça très bien parce que ça me rappelait, je partais avec mes parents en train de nuit en Italie, toujours. Je partais, quand j'étais dans le sud de la France, je partais en train de nuit pour aller à un fac. On avait supprimé les trains de nuit, on les a réintroduits et j'ai lu maintenant qu'on veut de nouveau les supprimer. Est-ce que parce qu'ils ne sont pas suffisamment attractifs, je ne sais pas. Mais donc, il faut aussi chercher des solutions qui vont dans ce sens-là. Le guide des voyages en cargo existe toujours. Je vois que c'est la 7e édition. Donc moi, j'avais acheté la toute première en 94. Donc c'est Hugo Verlhomme. Et voilà, et ça marche bien. Eh bien, on va le rajouter à notre onglet ressources sur le site web, du coup. Hugo Verlhomme, qui est un écrivain, journaliste de la région d'ailleurs, de Pays Basque. Chali, je pense que tu peux directement passer à la question 4. Alors, ça vous plaît le cargo, hein, visiblement. Non. Je suis une fille de marin. Donc, le programme Erasmus qui va évoluer à la fin de l'année 2027. Quelles ambitions pour ce nouveau programme, Madame Fessot notamment ? Alors, vous voulez dire sur la dimension développement durable ou quelles ambitions de manière générale ? Alors, dans un premier temps, oui. Alors, de manière générale, après... je crois que je l'ai dit au début, mais on est sur, en tout cas, une base de négociation de plus 57%. Donc, globalement, on va passer de 26 milliards pour l'ensemble de l'Europe à 40 et quelques milliards. Donc pour la programmation 28-34 et nous on distribue des bourses, donc effectivement plus on a de moyens, plus on distribue de bourses. Voilà, c'est assez simple. Et puis peut-être tout à l'heure on n'en a pas parlé, mais en termes de gouvernance, il y a une particularité du programme Erasmus, c'est que les fonds ne passent pas par le budget de l'État ni par le budget des collectivités territoriales, et ils sont directement versés aux banques des agences nationales. Donc nous, c'était à la Caisse des dépôts. On a 2 comptes, un compte courant, un compte de placement. Et la commission nous verse vraiment immédiatement, tout de suite, le montant des bourses qu'on va attribuer. Ce qui veut dire que dans la soirée, je peux signer une convention et attribuer dans les jours qui suivent directement les financements aux écoles, aux universités, aux grandes écoles, etc. etc. Et donc, c'est aussi la force du programme, c'est qu'on ne se perd pas, en fait. C'est extrêmement direct, c'est du producteur au consommateur. Donc voilà. Que vous dire sur la prochaine programmation, qu'on l'espère plus verte, effectivement, qui est toujours cette dimension développement durable, qu'on ne perde pas de vue cette dimension citoyenne aussi,
Le respect évidemment des valeurs de l'Union européenne qui sont fondamentales et qui nous guident pour ces Erasmus Days, puisque on a axé tout autour des valeurs de l'Union européenne, des 6 valeurs de l'Union européenne, donc liberté, égalité, démocratie, état de droit, dignité humaine. Et c'est important de les rappeler parce qu'on est dans un contexte, et monsieur le commissaire le disait tout à l'heure, dans un contexte extrêmement anxiogène et compliqué. Donc soyons fiers d'être européens, soyons fiers de le réaffirmer, et au travers du programme Erasmus+. Élise, une dernière question qui sera super en termes en guise de conclusion. Alors, selon vous tous, in fine, faut-il renoncer à voyager ou changer notre philosophie du voyage ? Alors moi, j'arriverai absolument pas à renoncer à voyager, puisque vous avez compris que j'adorais ça. Et donc, voilà, changer de philosophie ou effectivement trouver des astuces, d'autres moyens. Voilà. Intégrer le voyage aussi dans le temps du voyage. Je reviens sur mon histoire du cargo. C'était 3 jours à l'aller, 3 jours au retour. Donc, effectivement, on l'a intégré. On était 3 à partir. On l'a intégré dans le voyage et c'est devenu un voyage en soi. C'était super. Oui. Je crois que si on veut que les citoyens partagent et soutiennent ce grand projet absolument nécessaire, je suis tout à fait d'accord, de lutter efficacement contre le changement climatique, il ne faut pas que cette politique se résume à un seul grand interdit. Je crois que ça, c'est un grand danger. Et tous ceux qui contestent, qui luttent, qui se battent contre cette approche d'ajuster notre mode de vie, je pense à tous ceux qui nient même le changement climatique, ils utilisent toujours ce point en disant oui, c'est le grand interdit, c'est que des interdictions, etc. Donc ça, c'est la première chose. Mais je crois qu'il y a une éducation, une sensibilisation à faire que le monde est face à un défi énorme. Vous l'avez bien décrit, qui est peut-être pas comparable à une 3e guerre mondiale, parce que le temps joue là aussi, c'est plus lent, mais l'enjeu est semblable. C'est quand même à la fin la survie de l'espèce humaine, ou des espèces d'ailleurs en général, parce que ça c'est un autre volet, on n'est pas seul sur cette planète. Donc il y a des changements absolument nécessaires, qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement moins bons, ou pire, ou plus dur que ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a une éducation à faire. Et d'ailleurs, c'est les jeunes qui sont quand même les promoteurs de ces changements. Et il leur appartient de les accélérer. Et moi, je vous dis, quand je suis arrivé à la commission, finalement, le grand projet de la précédente commission, c'était le Green Deal. C'était le Green Deal. Et qui a finalement poussé cette idée du Green Deal ? C'est les jeunes. C'est les jeunes, y compris mes enfants qui me disaient « Ah le vendredi, Fridays for Future, etc. » Donc, il faut continuer là-dessus. Mais en même temps, faut-il faire attention que si ça devient une politique d'interdit, de sanctions, etc., on va perdre finalement la majorité des citoyens. Et d'ailleurs, l'extrême droite surtout, mais aussi d'autres, il y a un retour au Parlement européen. Maintenant, on essaye de détricoter ce qui a été fait. Et cela bénéficie d'un certain nombre de soutiens, y compris dans les populations. Parce que quand vous travaillez chez Renault et vous ne savez pas si vous gardez votre emploi parce qu'on vous dit soit votre entreprise sera sanctionnée si elle n'atteint pas un certain seuil, ou parce que les Chinois, avec les voitures électriques, je ne veux pas entrer dans ces détails, vous commencez à avoir une autre perception. Et donc, il faut là aussi équilibrer et montrer que le changement, c'est pas basé, ou ne doit pas être uniquement basé sur des interdits, mais sur une transformation
de nos modes de vie, qui, à la fin, peut être plus agréable, plus sain d'abord pour notre santé, qui est quand même un sujet primordial, et expliquer ça de cette manière-là. Donc je reste optimiste, mais c'est un travail peut-être plus compliqué que simplement dire, ça c'est, je fais une petite critique de la commission, n'est-ce pas? La commission, elle établit des règles, et puis aux États membres de les appliquer, voire le marché va faire en sorte que ça va fonctionner. Non, le marché parfois est aveugle. Et donc, il faut travailler dur maintenant pour nous amener dans une autre société, un autre mode de vie, un autre mode de consommation qui, à la fin, va montrer qu'il est peut-être plus sain, plus agréable et plus respectueux à la fois de la personne, mais aussi de son environnement en général. Merci. Pour ma part, pour revenir aussi sur la question, je commencerai par l'autre bout de la fin de la phrase. C'est sûr, après tout ce qu'on s'est dit aussi là, ce que tu disais aussi, Paille, tout à l'heure, il faut indéniablement repenser sa manière de voyager. On ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. On voyage dans ces limites planétaires et le monde qui est le nôtre. Donc c'est clair, il faut voyager. Maintenant, il faut repenser sa manière de voyager, pardon. Mais je vais plus m'attarder sur le pourquoi il faut continuer de voyager pour autant. On est des fervents défenseurs, Antoine et moi, et puis je pense que tout le monde autour de la table, on l'a ressenti, du voyage, pour toutes les raisons aussi qu'on a évoquées, l'ouverture que ça apporte, la richesse individuelle, collective. Et justement, je dirais 2 points principaux pour moi sur le pourquoi il faut continuer de voyager et le relier aux enjeux de transition écologique notamment. Parce que de voyager, d'aller à la rencontre de l'autre, ça permet aussi de trouver des solutions en collectif. Aujourd'hui, on a besoin de faire mouvement, on a besoin d'être ensemble plus que jamais pour trouver des solutions. Il faut aller rencontrer l'autre et se nourrir et se compléter. Et puis ensuite, c'est quelque chose que moi j'aime bien souligner, et pareil, je le fais à la fin du film. Il faut aussi voyager parce que ça rend heureux, pour cultiver la joie, et aussi parce que par rapport à ces enjeux de transition qui sont parfois anxiogènes, je ne pense pas que justement l'anxiété, le stress par rapport à ça soit une solution. Au contraire, il faut continuer évidemment d'avoir de l'espoir, mais d'être heureux dans ce qu'on fait, dans nos choix, pour que ça aille dans le bon sens. Donc indéniablement, il faut continuer de voyager. Caro, tu as super bien résumé ce que j'avais aussi envie de dire, et je dirais voyager sobrement, c'est voyager heureux. Enfin, franchement, depuis que moi je voyage comme ça, j'ai l'impression vraiment de prendre énormément de plaisir, et beaucoup plus qu'avant, à voyager. Et je voudrais saluer aussi, parce qu'on est là aussi pour ça, hein, votre démarche Erasmus de compenser le prix du billet d'avion avec une bourse, parce que pour le coup, c'est le plus gros frein quand on discute avec des étudiants comme vous. C'est bah ouais, mais moi j'ai besoin d'aller dans ma mobilité internationale, et l'avion ça coûte 5 fois moins cher que le train, ou 2 ou 3 ou 4, ça dépend. Et une compensation, franchement, ça permet concrètement de compenser ce biais financier. Et surtout, vous allez vivre une aventure incroyable que d'y aller en bas carbone, parce que finalement, c'est beaucoup plus une aventure que simplement de se téléporter d'un point A à un point B. Donc, je finirai par ça, parce que je n'étais pas au courant de cette pratique, et je la trouve vraiment très chouette. Glenda, on a notre futur slogan, Erasmus rend heureux. Merci Chali et Élise, on peut vous applaudir aussi. Merci à nos invités, Nelly Fessot d'Erasmus, Nicolas Schmitt qui bavarde beaucoup et qui va, on l'espère, rentrer en train au Luxembourg. Merci aux réalisateurs de ce film Les Pieds sur Terre, qu'il faut absolument regarder si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment super. Et merci pour votre conclusion, voyageons heureux, voyageons sobres. Avec Erasmus, évidemment. Très bien, merci beaucoup. Merci.